On va étudier à présent le recettage et l'évaluation de la qualité des images Sentinelle avec Angélique Godel, ingénieure qualité image au sein du CNES, donc le Centre national d'études spatiales. Oui, bonjour. Vous m'entendez là? Oui. Donc voilà, je vais vous parler moi de mon côté, je vais remonter un petit peu puisque je vais vous parler de la phase qui se passe juste après le lancement du satellite pour étalonner les instruments et vérifier leur performance. Donc ça se situe un petit peu plus en amont de tout ce qu'on a parlé, tout ce dont on a parlé jusqu'à présent. Mais ça fait toujours plaisir de voir comment sont utilisés les produits ensuite sur lesquels on a travaillé. Voilà, donc les trois parties de cette présentation vont être d'abord comment se situe le CNES par rapport à Sentinelle-2 dans cette phase-là. Je vais parler un peu plus précisément de l'instrument. Donc Valérie vous a montré les grandes lignes. De notre côté, pour faire les étalonnages et l'évaluation des performances, vous verrez qu'on doit se rapprocher très près de l'instrument et du satellite, de sa position, de son mouvement. Et enfin, sur la fin, donc, je vous montrerai les performances que vous pouvez attendre sur les produits Sentinelle-2 suite à ces étalonnages et ces calibrations. Donc le CNES et Sentinelle-2, en fait, nous avons été impliqués en tant que collaborateurs avec l'ESA dans deux des phases. La première phase, ça a été toute la phase de développement de cet instrument optique et la conduite de la recette en vol. Donc la recette en vol, c'est cette phase où juste après le tir, on évalue les performances de l'instrument, les performances des images, et on essaie de les corriger au mieux, puisqu'il y a pas mal de corrections que l'on peut faire depuis le sol, pour que les produits soient le meilleur possible. Parce que avant le tir, il y a certaines performances qui peuvent être évaluées et essayer de régler au mieux l'instrument, mais on ne peut pas tout faire, et puis la phase de lancement fait qu'il y a des perturbations et que les qualités ne sont pas tout à fait celles auxquelles on s'attendait. Donc depuis le sol, on passe quelques mois juste après le tir à faire toutes ces calibrations pour essayer d'améliorer cette qualité des images. Et ensuite, une fois que ces quelques mois sont passés, qu'on est arrivé à remplir toutes les spécifications qui nous étaient demandées, on va suivre les satellites pendant toute leur durée de vie, parce que toutes ces performances peuvent évoluer au long de la vie. Il peut y avoir des anomalies qui arrivent, il peut y avoir des dérives qui se mettent en place, le vieillissement des instruments, etc. Donc tout ça, il faut le suivre et essayer de le corriger au fur et à mesure pendant toute la durée de vie du satellite. Donc je vais vous parler de l'instrument, donc je vais essayer de rester très large, hein, vous inquiétez pas. Voici deux schémas, donc c'est toujours sympa de voir un petit peu d'où ça vient. Donc Sentinelle-2, c'est un instrument optique, donc qui fait des images optiques que vous pouvez voir quand vous prenez avec votre appareil photo ou avec votre smartphone, puisque les autres Sentinelles, il y a du radar, il y a plein d'autres choses. Là, c'est de l'optique. Donc on a un télescope. Alors attendez, la lumière c'est là? Non, c'est là. Voilà, donc un télescope avec 3 miroirs. Donc un miroir primaire, secondaire, un tertiaire. C'est un imageur qu'on appelle push-broom. Donc c'est un balai. En fait, c'est assez classique. Hein, c'est un imageur, c'est constitué de barrettes. Cette barrette va constituer une ligne de l'image, et avec le défilement du satellite qui descend, on va constituer toute l'image ligne par ligne. Donc le plan focal, on vous l'a déjà dit, hein, c'est un plan focal très large qui fait 20 degrés, et donc au sol ça représente presque 300 km. Et on
a représenté aussi ici les Star Trackers. Donc les Star Trackers, c'est ce qui permet de vérifier la position et l'attitude du satellite, dans quelle position il se trouve. Et ça nous sert énormément pour pouvoir localiser les images ensuite. Donc on travaille beaucoup sur cette localisation. Les Star Trackers ne sont pas parfaits, ils nous donnent une info qui n'est pas parfaite. Et pour avoir cette bonne localisation dont on parlait tout à l'heure, on rajoute les biais qui sont nécessaires à cette position pour pouvoir être localisé parfaitement. Et puis un autre instrument ici que je vais vous montrer, qui est plus utilisé au niveau de la radiométrie des images, c'est le diffuseur. Donc c'est un instrument qui est assez spécifique Sentinel-2 et qui est vraiment très intéressant pour l'étalonnage radiométrique et qui a beaucoup servi, donc qui permet d'alléger énormément les tâches d'étalonnage radiométrique, hein, et c'était un instrument vraiment très intéressant sur Sentinel-2. Donc ce diffuseur, comme je vous le disais, il permet d'être une source de luminance connue, et donc par rapport à laquelle on va se référer pour faire tous les étalonnages. Donc l'égalisation, c'est essayer de, comme chaque pixel ne répond pas tout à fait de la même manière, même si on voulait au départ qu'il le fasse, on essaie d'égaliser, on peut égaliser grâce à ce diffuseur, pardon. Et on peut faire aussi l'étalonnage absolu. Donc voici comment se présente le plan focal, en fait, l'instrument. Donc les détecteurs, hop, c'est ici. On a 12 détecteurs qui sont répartis sur 2 lignes et en quinconce. Donc c'est ce qu'on appelle un plan focal à plat. Et chaque bande spectrale, ici vous voyez, est répartie sur chacune des barrettes. Donc ça, on appelle ça des barrettes. Voilà. Et l'ensemble de ces 12 détecteurs ici va former une ligne image. Et donc chaque fois que le satellite, au fur et à mesure que le satellite avance, on prend une ligne image en continu. Donc ce qui peut faire des bandeaux très grands d'images Sentinel-2, qui sont ensuite découpés en tuiles pour être distribués. Ce qui se passe, c'est que ici, donc comme de la conception de ce plan focal, ici, on va avoir une distance qui sépare d'une barrette à l'autre. Et cette distance, c'est ce qu'on appelle le B sur H ici, c'est-à-dire la distance ici sur l'altitude. Donc j'essaie de vous le représenter ici, la distance là, entre deux bandes, entre la bande d'un détecteur à un autre, sur l'altitude du satellite, va nous créer des effets qui rendent le positionnement sensible au modèle numérique de terrain qu'on a. Le modèle numérique de terrain qu'on a, c'est l'estimation de l'altitude du terrain, donc pour pouvoir localiser. Donc par exemple, si on fait une erreur petit h là, eh bien, on va croire qu'on est ici, et en fait, le vrai sol, il est ici. Donc on va faire une erreur de positionnement ici qui est notée par le delta X. Un autre effet que cela produit, c'est que si jamais on a une attitude du satellite, alors Sentinel-2 regarde sous lui, on a dire, hein, normalement, il ne se dépointe pas, sauf qu'on peut avoir des petits biais d'attitude, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas tout à fait comme ça, mais finalement il regarde un peu comme ça. Et à ce moment-là, ça va entraîner ce qu'on voit ici, c'est que vu que le plan focal est très très large et qu'on a cette géométrie particulière des détecteurs, eh bien, au sol, on va avoir une déformation des pixels, d'autant plus grande que l'on s'éloigne quand l'on va vers les bords du champ. Voilà, donc tout ça, ça fait partie des choses que l'on essaie de corriger au mieux pour avoir le moins de déformations possible ensuite sur les images. Donc ça résume un petit peu ce que je viens de dire. Donc là, c'était la première image Sentinel-2A que l'on a reçue. Et alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit les effets des différents détecteurs là. Je ne sais pas si vous voyez les différentes bandes, notamment dans la mer. Voilà, donc ça c'est dû à cette différence de géométrie d'acquisition. Donc ensuite, il y a tout un travail qui est fait pour égaliser ceci, pour plus avoir ce genre d'effet. Et donc pour corriger tout ça, on se sert de toutes les infos que l'on a sur la vitesse du satellite, sa position, l'inclinaison du soleil, etc. Donc on se sert de toutes ces infos pour essayer de corriger au maximum tous ces effets.
Alors les produits maintenant, donc on vous a parlé, donc ça c'est les produits L1C, c'est les produits dont on vous a parlé qui sont distribués, donc qui sont des tuiles de à peu près 100 par 100 km qui sont orthorectifiées, c'est-à-dire qu'on peut les superposer à une carte. Mais avant ça, donc pour arriver à ce genre de produit, il y a tout un travail qui est fait en amont et c'est cette phase-là. Je suis désolée, je vais y arriver. C'est toute cette phase-là que l'on travaille en recette en vol. Donc du satellite nous descend un produit brut que l'on appelle le niveau 0. Ce produit il est compressé pour pouvoir passer, pour pouvoir descendre, parce que les images sont vraiment très, très grosses. Donc pour pouvoir en descendre un maximum, elles sont compressées à bord du satellite. Et ensuite, on les décompresse au niveau du sol pour faire un niveau qu'on appelle le niveau 1A. Ah là là, en fait, c'est si j'appuie trop longtemps que ça... voilà, donc ce niveau 1A, c'est juste le niveau 0 décompressé. Et ensuite, sur ce niveau-là, que l'on a décompressé, on va analyser tout ce qui ne va pas au niveau radiométrique et au niveau géométrique. Et on va essayer de faire des corrections dessus par des paramètres. Donc en fait, on va modifier les métadonnées qui arrivent et leur ajouter, changer les coefficients, leur ajouter des biais, des choses comme ça pour arriver à améliorer toutes les données. Donc pour arriver à ça, et on fait avec ça un niveau 1B. Ce niveau 1B, c'est un niveau où on a fait des corrections géométriques, donc essayer de mieux localiser et de mieux, on appelle ça registrer les bandes entre elles. Donc je vous montrerai des images tout à l'heure. Et on fait des corrections radiométriques, dont je vais vous parler aussi. Cette image-là, elle est différente de l'image L1C, parce que la L1C, je vous ai dit, on peut la superposer à une carte, alors que le niveau 1B, c'est ce qu'on appelle une géométrie capteur, c'est-à-dire ça va être de longues bandes qui correspondent à la trace du satellite. Donc ça va être dans le sens de la trace du satellite. Et pour exploiter ce genre d'image, il faut être un peu d'un niveau expert, parce qu'il faut exploiter l'orbite du satellite, l'attitude du satellite et toutes les métadonnées pour pouvoir être capable de traiter ce genre d'image. Donc c'est pour ça qu'ensuite, une fois qu'on a fait une grande partie des corrections, on distribue plutôt un niveau 1C qui est beaucoup plus intéressant pour les utilisateurs. Et ensuite, il y a ce dont vous a parlé Valérie, les niveaux 2 derrière, où il y a encore des traitements beaucoup plus élaborés qui sont faits. Il vous reste 5 minutes, madame. Pardon ? Il vous reste 5 minutes. D'accord. Donc, deux parties dans cet étalonnage, je vous disais, la partie géométrique et la partie radiométrique. Donc, pour la partie géométrique, on en vient à l'aspect dont vous parlez, Valérie, tout à l'heure, qui est l'affinage sur la GRI. Alors, qu'est-ce que c'est que la GRI ? En fait, il a été construit à partir d'images Sentinelle-2, un tapis de référence qui a été très très bien géolocalisé. Et chaque segment d'acquisition de Sentinelle-2 a été recollé les uns sur les autres. Donc on a essayé de faire des images qui soient le moins nuageuses possible et qui couvrent toute la surface terrestre. Et ce tapis, ça devient une référence de localisation pour toutes les images Sentinelle-2 qui devront être ensuite recalées sur ce tapis, de façon à ce qu'on puisse faire une superposition multitemporelle de bonne qualité. Donc toutes les images seront recalées sur ce tapis et donc on devrait avoir une superposition multitemporelle qui est très bonne. Donc c'est ce niveau de produit qui n'est pas encore distribué. Donc l'ESA avait promis de le distribuer courant 2018. Donc on verra, mais par contre en recette en vol, il a été testé. Donc nous on avait développé un algorithme pour le tester. On a fabriqué la GRI sur l'Europe et on a testé le recalage des images sur cette partie de GRI. Et donc on voit que quand on essaie de faire des superpositions multitemporelles de produits Sentinelle-2, si on n'affine pas, si on ne recale pas sur la GRI, on peut être à plus de 1 pixel de décalage, donc un pixel à 10 mètres, donc à plus de 10 mètres, on peut y avoir des différences de plus de 10 mètres entre des images Sentinelle-2 acquises à différentes dates,
alors que si on recale sur la GRI, on a une performance de moins de 0,3 pixels. Voilà. Alors ça, c'est quand on est sur la même orbite, sur la même trace. Si on est sur des traces adjacentes, la performance est un peu moindre à cause de cet effet de baissurage dont je vous parlais tout à l'heure, où là, on dépend carrément de la précision du modèle numérique de terrain. Donc on ne pourra pas faire mieux que 0,6 pixels, ou alors il faut changer de modèle numérique qui soit encore plus précis, mais ça devient difficile. Pour l'instant, les perfos entre S2A et S2B sont à environ 0,5 pixels. Ça va s'améliorer puisque S2B continue encore un petit peu à dériver. Donc il est corrigé régulièrement, mais il va falloir attendre qu'il soit stabilisé pour avoir des performances un peu meilleures. En géométrie, donc, ce qu'on regarde aussi, c'est la localisation absolue, c'est-à-dire chaque pixel, pouvoir le localiser de façon absolue au sol. Donc, ce que vous disiez Valérie, c'est qu'elle est à mieux que 12 mètres. Une fois qu'on aura le finage, elle sera encore mieux, elle sera à moins de 10 mètres. Et il y a encore pour S2B des dérives dans le temps, et il y a une dérive forte en fonction de la latitude. Donc, pour l'instant, c'est optimisé pour une latitude de 20 degrés. Et puis la superposibilité multispectrale, c'est dont je vous disais tout à l'heure, c'est que pour chaque bande et chaque pixel, chaque pixel vise à une direction de visée du point sur le sol. Et ça, c'est pas forcément parfait après le tir. Et donc, on calcule pour chaque pixel la direction de visée, on recale ces directions de visée de chaque pixel, de chaque bande, pour essayer à ce que les images, les différentes bandes se superposent bien. Donc je ne sais pas si ça se voit très bien, mais ici on a l'impression que les couleurs sont décalées et ici elles sont recalées. Voilà. Donc on a obtenu des perfos à mieux que 0,2 pixels. Voilà pour la géométrie. Concernant la radiométrie, alors là c'est un peu moins ma partie, donc je vais passer un peu plus vite. C'est la partie de mon collègue qui n'est pas là aujourd'hui. Mais sur l'histoire du diffuseur là, dont je vous parlais tout à l'heure, donc on mesure des écarts avec plusieurs méthodes sur des sites naturels par rapport à ce qu'on a ce diffuseur, et on obtient des résultats qui sont très bons, avec majoritairement des résultats inférieurs à 3% par rapport à la référence du diffuseur, et on n'a pas de dérive temporelle. Ça, c'est pour la calibration absolue. Concernant la FTM, donc c'est la fonction modulation de transfert, en fait c'est ce qui mesure le flou des images, le fait qu'elles soient plus ou moins floues. Donc ça on ne peut pas y faire grand chose en fait, on ne peut pas trop le calibrer, on peut faire de la reconstruction derrière, mais là j'ai choisi de ne pas le faire puisque finalement c'était assez bon ou du moins conforme aux spécifications. Et puis il y a un autre aspect qui est le rapport signal à bruit. En fait, quand on fait de l'optique, on cherche à avoir le plus de signal possible, donc c'est-à-dire le plus de lumière qui nous revient possible pour avoir le plus d'informations sur chaque pixel, et de diminuer le plus possible le niveau de bruit. Donc c'est le rapport du signal sur le bruit. Donc ça aussi, ça se mesure, et pour Sentinel-2, on est largement au-dessus des spécifications, donc c'est excellent et très stable dans le temps. Donc ce qu'on peut dire pour comparer S2A à S2B de façon rapide, donc ce qui a été regardé, c'est si le niveau de flou, donc cette fameuse FTM, était la même pour S2A et S2B, et si les radiométries, donc en gros les couleurs, étaient à peu près similaires pour S2A et S2B. Et en fait, oui. Donc la réponse est oui. Donc c'est intéressant parce que du coup, on peut utiliser de façon indifférente du S2A ou du S2B. Donc c'était intéressant de savoir ou de connaître la différence quand vous voudrez faire du multitemporel ou du multisatellite. Du coup, c'était un des objectifs aussi de cette mission. Concernant les réflectances, donc il y a un petit travail qui est mené sur S2A parce que la réflectance, là, donc S2A c'est en bleu et S2B en rouge. Suivant les paysages et suivant les bandes, elle n'est pas tout à fait égale à celle de S2B, et il y a un travail qui est en train d'être fait dessus. Et ce que l'on peut voir aussi sur certains sites, donc vous pourrez peut-être le voir notamment sur des sites très uniformes comme des déserts, la réponse suivant la barrette n'est pas toujours la même, et notamment en l'interbarrette, là, ici, vous le voyez très bien, on voit ces espèces de bandes là, donc qu'on n'arrive pas à égaliser comme il faut. Donc pour l'instant, ce n'est pas modélisé, et vous pouvez le trouver sur certaines images.
Voilà, donc là, ce sont les limitations actuelles du produit, ce dont je vous ai parlé, donc les problèmes de réflectance, de réponse spectrale. Et puis pour la géométrie, donc S2B qui évolue encore un petit peu. Donc suivant le moment où on change, on améliore les biais, eh bien, bon, c'est plus ou moins bon. Mais pour l'instant, il faut attendre un petit peu que l'instrument se soit stabilisé. Et l'affinage géométrique, donc l'éternel sujet de discorde avec les utilisateurs. Voilà, alors là, pour répondre à votre question de tout à l'heure, il y a un site de l'ESA où les utilisateurs peuvent envoyer leurs anomalies, etc. Donc c'est un moyen aussi de demander à ce que cet affinage soit reproduit sur tous les produits qui ont été faits jusqu'à maintenant. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On vous applaudit.